Mystères et légendes, présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de Mystères et légendes, je vous emmène en voyage vers l'une des terres les plus isolées au monde. Une petite île volcanique perdue en plein cœur du Pacifique Sud. L'île de Pâques. Nommée Rapa Nui dans la langue locale, cette île forme un triangle d'environ 164 km², ce qui correspond à peu près à la superficie de la ville de Nîmes. Elle est principalement connue pour ses moaïs, ces gigantesques sculptures rocheuses qui attirent chaque année des centaines de milliers de touristes. Mais ce qui fait le charme de l'île de Pâques, ce sont également ses mystères. C'est un être venu d'une autre galaxie qui a copié ses traits. On entend à peu près tout et n'importe quoi au sujet de l'île de Pâques, pour la simple et bonne raison qu'il est très difficile pour les archéologues et les historiens de retracer les événements qui s'y sont déroulés. Ce que l'on sait de l'histoire de cette terre provient essentiellement de traditions orales, mais aussi de découvertes archéologiques et de récits d'explorateurs européens qui y sont passés ces 3 derniers siècles. Le premier d'entre eux est un navigateur néerlandais, Jacob Roggeveen. Comme il a posé le pied sur cette île le 5 avril 1722, le jour de Pâques, il l'a nommée l'île de Pâques. Évidemment, l'histoire de l'île de Pâques commence bien avant l'arrivée des Européens. On ne connaît pas précisément la date d'arrivée des premiers habitants, mais on l'estime entre 400 et 1200 après Jésus-Christ. C'est une tranche assez large, j'en conviens. Différentes études se contredisent sur le sujet, même si désormais c'est cette dernière date, 1200, qui est la plus communément admise. Au-delà de la date, on se demande surtout comment les premiers colons ont-ils pu arriver sains et saufs sur cette île, pourtant perdue dans le Pacifique. Et d'où venaient-ils ? Initialement, on pensait que les Matamua, c'est le nom Rapa Nui des premiers habitants de l'île, étaient amérindiens. Toutefois, une analyse ADN a démontré que ce peuple venait en fait de l'autre côté de l'océan, qu'il était d'origine polynésienne. Les Matamua ont certainement voyagé à bord de pirogues ou des radeaux depuis les îles Marquises, éloignées de plus de 3200 km, ou bien peut-être d'îles plus proches qui auraient pu servir de point d'étape, comme Mangareva ou Pitcairn, situés respectivement à 2600 et 2000 km de l'île de Pâques. En 1999, un anthropologue hawaïen, Ben Finney, a prouvé qu'un tel périple était possible. En un peu plus de 2 semaines, il a voyagé de Mangareva à l'île de Pâques dans une embarcation typique polynésienne. Combien de navires, Baba ? Un seul, capitaine, tout petit vu d'ici. Que ce soit les premiers colons ou leurs descendants, des habitants de l'île de Pâques, des Pascouans, ont érigé pendant des siècles d'isolement quelques 900 moaïs, ces célèbres et mystérieuses statues. La taille moyenne des moaïs est d'environ 4 mètres, mais il en existe de toutes les hauteurs, d'un peu plus d'1 mètre jusqu'à 10 mètres. La grande majorité sont taillées dans une roche volcanique assez friable, facile à façonner, le tuf. Cette roche présente aussi l'avantage de n'être pas trop dense, pas trop lourde, même si elle est du coup assez fragile. On distingue 2 sortes de moaïs. D'abord, ceux que l'on retrouve partout sur l'île, sur des socles ou des autels. Les statues mesurent la plupart autour de 3 mètres, et jusqu'à 4 mètres pour les plus grandes. Quand des archéologues sont arrivés au XXe siècle, la plupart étaient allongées, le front contre le sol. À noter qu'elles n'étaient pas brisées. Le tuf étant un matériau assez fragile, on peut donc en déduire qu'elles n'ont pas été brutalement renversées, mais volontairement repositionnées ainsi à l'horizontale. Les yeux de ces moaïs sont ouverts, creusés pour être incrustés. Et certains possèdent une coiffe sur la tête, une imposante pierre taillée de couleur rouge. La deuxième catégorie de moaïs, on la retrouve, elle, sur le volcan Ranoraraku, d'où est tirée la roche qui a servi à tailler toutes les statues. Là, elles sont beaucoup plus grandes, mesurant jusqu'à 10 mètres. Une partie y sont enterrées aux 2/3 et d'autres semblent en cours de taille. Ces moaïs ont quant à eux des yeux biseaux et ils sont trop fins pour qu'une coiffe ne tienne sur leur tête. Ces gigantesques moaïs, oh quelle splendeur! L'un des principaux mystères qui entourent la création de ces incroyables statues, c'est la manière dont elles ont été déplacées, de la carrière jusqu'à leur emplacement. En 1772, déjà lors de son passage sur l'île de Pâques, le capitaine James Cook s'est étonné de cette prouesse. Il a écrit « Nous avions peine à concevoir comment ces insulaires, dépourvus de moyens mécaniques, ont pu élever ces personnages stupéfiants, et en outre, leur placer sur la tête une grosse pierre cylindrique. »
En effet, c'est une vraie question. Comment les Pascouans ont-ils fait pour déplacer et dresser ces statues ? Il y en a tout autour de l'île et certaines à près de 20 km du volcan carrière Rano-Raraku. On lit parfois que c'est l'œuvre d'extraterrestres ou des vestiges d'une ancienne civilisation évoluée. Nous n'avons aucune preuve qui vienne confirmer ces théories et au contraire, de nombreux éléments les rendent très peu probables, à commencer par la fragilité du tuf. Fragile? Il existe en fait aujourd'hui 3 hypothèses principales qui pourraient expliquer la façon dont les Pascouans ont déplacé les Moaïs. La première est qu'une fois taillés, ils ont été couchés sur le sol et transportés sur des sortes de traîneaux roulant sur des rondins de bois. Une fois arrivés sur place, les statues étaient alors simplement dressées. La mise en pratique de cette théorie a démontré que la technique était réalisable, mais très coûteuse en ressources naturelles. Comme on sait que l'île a subi un déboisement massif, qui aurait d'ailleurs considérablement compliqué la vie des habitants, c'est donc une hypothèse que l'on peut qualifier de probable. La deuxième théorie l'est tout autant, et elle se fonde sur les traditions orales des insulaires. Ils racontent que les Moaïs marchaient eux-mêmes jusqu'à leur emplacement. Il pourrait n'y avoir rien de magique à cela. Il est possible que les Moaïs aient été déplacés debout, à la verticale, dès la sortie de la carrière. Les statues auraient été tirées de part et d'autre avec des cordes pour les faire se dandiner, de la même façon qu'on déplace un frigo lors d'un déménagement. 2 professeurs en anthropologie, Terry Hunt et Carl Lippo, ont testé cette technique en 2011. 18 personnes ont effectivement réussi à mouvoir une réplique de Moaïs en béton de 3 mètres de haut sur une centaine de mètres de distance. Les 2 chercheurs ont eux-mêmes qualifié cette théorie de possible, mais pas certaine. Cette hypothèse est largement remise en cause par l'archéologue belge Nicolas Coow, grand spécialiste de l'île de Pâques. Pour lui, le fait que ce soit possible avec un Moaïs en béton ne permet pas d'affirmer que ça le soit avec un Moaïs en tuf, une matière, vous l'avez compris, beaucoup plus fragile. À noter aussi que la reconstitution a été effectuée à Hawaï, sur un terrain plat et dégagé, dans des conditions donc bien différentes de l'île de Pâques, où le sol est très irrégulier. Enfin, la dernière hypothèse est justement celle défendue par Nicolas Coow. Il considère comme très probable que les statues n'aient pas été sculptées dans la carrière, du moins pas entièrement. Son explication est simple. Il est beaucoup plus facile de déplacer les blocs de roche encore entiers, sans craindre de les érafler. Et une fois arrivés à destination, il ne reste plus qu'à les tailler. En apparence, cette théorie paraît moins crédible, puisqu'elle n'explique pas, par exemple, pourquoi des Moaïs semblent en cours de taille sur le volcan carrière. Pour l'archéologue belge, c'est qu'il ne s'agit pas du même type de Moaïs. Les premiers, que l'on retrouve tout autour de l'île, pourraient avoir été sculptés d'abord, puis au fil des siècles, la pratique a ensuite évolué. Des Moaïs différents, plus grands et plus fins, ont été taillés. Certains ont été partiellement enterrés jusqu'à la taille autour du volcan, et d'autres ont été sculptés directement sur les flancs de ce volcan carrière, nous laissant supposer, peut-être à tort, qu'ils n'ont jamais été terminés. C'est assez inattendu. Se pose alors l'inévitable question de l'utilité de ces statues. Pour beaucoup de chercheurs, en adéquation avec les traditions orales de l'île, les Moaïs représenteraient les ancêtres divinisés des clans fondateurs. Les statues seraient érigées à la mort d'un chef ou d'une personne à la vie héroïque pour protéger l'île des mauvais esprits. Cette idée est appelée le culte des ancêtres, une tradition orale qui aurait toutefois pu être influencée par les Européens. Selon certains autres archéologues, les Moaïs seraient plutôt une version des tikis polynésiens, des statues observables en Océanie. Leur nombre et leur taille seraient alors une démonstration de force entre les clans. C'est d'accord, vous êtes les plus forts. D'autres études avancent d'autres hypothèses diverses et variées. Dans une, les Moaïs auraient été érigés pour indiquer les sources d'eau potable. Dans une autre, ils auraient été taillés pour des raisons agronomiques, leur composition permettant de fertiliser les sols. Après avoir fait de longues recherches sur le sujet, je trouve que la théorie la plus convaincante est celle des statues liées à un culte pratiqué par les habitants de l'île. Pour l'archéologue Nicolas Coow, ce culte pourrait même avoir évolué au fil des siècles. Dans un premier temps, les Moaïs étaient dressés en bord de mer. Puis plus tard, l'ancienne carrière est devenue en elle-même un lieu cultuel et le volcan a été transformé en une sorte de sanctuaire. Je vais prier pour toi.
Cette idée d'une croyance liée aux Moaï nous permet aussi de comprendre pourquoi les Pascouans n'en érigeaient déjà plus ou presque plus lorsque les premiers Européens ont posé le pied sur l'île. Selon des récits d'explorateurs du XVIIIe siècle, on sait que la civilisation était alors dévouée à un autre culte, celui de Makemake, l'homme-oiseau. Pour le célébrer, une compétition se déroulait chaque année entre les représentants des différentes tribus. Ils devaient rallier à la nage un îlot situé à 2 km. Dessus, les participants devaient récupérer et ramener intact un œuf de sterne, un oiseau marin. Chaque représentant se postait devant un nid, attendant la ponte. Ils attendaient en fait que le dieu Makemake fasse son choix pour désigner le grand gagnant, car celui qui récupérait son œuf en premier et le ramenait devenait ainsi l'homme-oiseau. Pendant une année, il était l'arbitre des conflits entre les clans insulaires. Ce culte a disparu progressivement avec la christianisation des habitants de l'île de Pâques. L'arrivée des Européens a évidemment bouleversé les traditions et la vie des Pascouans. Non seulement les cultes ont disparu, mais de nouvelles maladies se sont aussi répandues. Et le pays est passé de main en main, jusqu'à devenir une possession chilienne en 1888. Dans Introduction à la connaissance de l'île de Pâques, l'anthropologue Alfred Métro explique comment la population serait passée de 2500 habitants à seulement une centaine en un siècle et demi. Déjà, une partie des Pascouans ont été réduits en esclavage, d'autres ont été massacrés, et les maladies apportées par les étrangers ont fait le reste. Avec tous ces morts, une partie de la mémoire collective et des traditions de l'île de Pâques se sont éteintes pour toujours. Dommage. Pour espérer lever un jour le voile sur les mystères qui entourent cette île, son peuple, ses Moaï, il ne nous reste plus que quelques écrits. Il s'agit de tablettes en bois découvertes en 1864. Elles sont gravées de symboles, des rongo-rongo, qui ressemblent soit à des animaux, soit à des plantes, soit à des formes géométriques, difficiles à interpréter. Cette écriture n'est comparable à aucune autre, et personne n'a jamais réussi à la déchiffrer. Cette tâche est d'autant plus complexe qu'il n'existe sur Terre, à notre connaissance, que 26 objets sur lesquels sont gravés des rongo-rongo. Peut-être qu'un jour, éventuellement grâce au progrès de l'intelligence artificielle, nous parviendrons à traduire ces tablettes. Il ne reste alors plus qu'à espérer que nous ne serons pas déçus par ce qu'elles contiennent. Impossible d'être certain qu'il ne s'agit pas uniquement de banales recettes de cuisine. Mais on ne peut pas non plus exclure qu'elles sont peut-être la clé pour percer quelques-uns des nombreux mystères de l'île de Pâques. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. C'est le fruit d'un long travail de recherche et d'écriture, et je vous demande d'être indulgent, il est évidemment impossible de faire le tour de ce sujet en un peu plus d'une dizaine de minutes. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à Mystères et Légendes en activant les notifications. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouveaux récits.